a parlé de la Covid-19, on va en parler encore. Avec notre intervenant que je vous présente, Éric Sellal, président de BioCellal. Vous êtes vétérinaire biologiste. Alors le thème de cette conférence, Covid-19 de l'animal à l'homme, il n'y a qu'un pas. Évidemment, les vétérinaires biologistes connaissent bien les coronavirus depuis bien plus longtemps que nous, parce que je crois qu'il est présent depuis 80 ans en santé animale. Hein. Donc, c'est un virus que vous connaissez bien. Eh bien, je vous laisse la parole, Monsieur Sellal. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui dans cette réunion, dans cette journée de la santé, car souvent la profession vétérinaire n'est pas toujours bien comprise, je dirais, par la santé humaine. Donc c'est une occasion de... Plus loin, plus près, non ? Oui. Plus près. Plus près. Plus près. Donc c'est une occasion aujourd'hui d'échanger sur ce sujet. Et puis je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui, surtout dans ces locaux, parce que si je m'en souviens bien, et vous pouvez peut-être me le confirmer, l'Institut Mérieux, dont le nom a été un peu cité précédemment, je pense, sauf erreur de ma part, a été créé dans les années 1860-1850 dans ces locaux. Et Mérieux a été, comme vous le savez, l'une des figures de la biologie lyonnaise. Et d'ailleurs, si je suis sur Lyon aujourd'hui, c'est parce que mon premier emploi, c'était de développer des tests pour Rhône Mérieux, qui était à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, une des filiales de l'Institut Mérieux qui travaillait sur la médecine vétérinaire. Donc on va commencer. Je voudrais aussi remercier naturellement les invitations venant de nos collègues du Progrès. Donc je vais vous parler du Covid-19, de l'animal à l'homme, il n'y a qu'un pas. Ok. Donc le sommaire, une petite présentation de BioCellal, parce que je pense qu'on est moins connu que BioMérieux, mais on va y arriver. Les coronavirus chez l'animal, comme Madame disait, c'est un sujet que l'on connaît bien, sur lequel on vit avec depuis quelques années, et qui sont des maladies toujours très problématiques pour nous. Le lien également entre le SARS-CoV-2, qui est l'agent donc de la Covid, entre l'animal et l'homme, et inversement, parce je vais vous montrer qu'il y a des liens dans les deux sens. C'est ça qui est assez intéressant. Et enfin, une idée qui m'est chère, c'est la notion de One Health, c'est-à-dire une seule santé, parce que je pense, comme je l'ai dit précédemment, qu'aujourd'hui, il y a une ignorance souvent un peu trop forte entre les différentes professions médicales. Et justement, la Covid-19 a permis de montrer l'émergence et les relations extrêmement étroites entre différentes médecines. On va essayer d'en parler. Alors, une introduction très rapide, là, sur le schéma de droite. Vous pouvez voir tout un tableau avec, voilà, on le voit mieux ici, avec les différents types de virus. On voit que chez l'homme, il y a différents... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais les coronavirus sont classés dans des sous-familles. Et chez l'homme, on voit qu'il y en a déjà plusieurs, des alpha et des bêta, dont le SARS-CoV-2 qui est présent dans la famille des bêta. Et on voit qu'en dessous, chez les porcs, chez les bovins, chez les chiens, chez les chats, la chauve-souris, l'oiseau, et certains sont parfaitement zoonotiques, on voit que les coronavirus sont présents et, je dirais, accompagnent notre vie de vétérinaire et de biologiste vétérinaire depuis très longtemps. Et comme disait Madame, depuis environ 80 ans maintenant. Le SARS-CoV-2, c'est le fameux qu'on a connu en 2002. Non. 2002-2004, c'est pas celui-là. On va en parler. Vous allez nous parler du pangolin aussi ? Un petit peu. Ah, ça va. Je suis rassurée. Peu. Alors non, parce que j'avais envie de le connaître, cet animal-là. Le pangolin, d'après moi, est plus un mythe qu'une réalité. Mais on pourra, enfin, en termes de contagion, du moins. Donc la phylogénie, donc un tableau extrêmement compliqué, mais qui insiste sur le point qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est le lien entre les différents coronavirus. Et vous voyez là, vers le milieu, dans un petit carré rouge, si je le vois bien, l'agent donc de la Covid, et à côté, classé entre alpha, bêta, gamma, delta, un certain nombre de coronavirus animaux dont on va parler. Je vais essayer de ne pas faire un catalogue, mais ça me semble intéressant quand même que vous compreniez le lien extrêmement étroit entre la Covid, enfin l'agent de la Covid et nos coronavirus de nos petites bébêtes. Donc une petite présentation de BioCellal. Donc nous sommes une entreprise lyonnaise, indépendante, capitaux patrimoniaux,
que j'ai créé en 2014, après avoir travaillé dans différentes entreprises, dont certaines du groupe Mérieux, comme je vous l'ai dit. Et nous développons, produisons et commercialisation des réactifs ELISA, c'est de l'immunologie, de la détection d'anticorps, mais surtout PCR, historiquement en santé animale et depuis donc 2 ans environ en biologie médicale. Nous sommes installés sur Dardilly, au nord de Lyon. La PCR, donc mon collègue de Biomérieux a fait une petite présentation tout à l'heure. Je répète juste en quelques mots, c'est un outil de biologie moléculaire donc qui permet de détecter spécifiquement des organismes biologiques vivants ou morts par amplification ciblée de leurs gènes, ce que mon collègue a présenté, les ARN, les acides nucléiques, ARN et ADN. Je vais vous parler aussi d'une technique dont vous entendez peut-être parler depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, c'est le séquençage. C'est une technique de biologie moléculaire également qui va compléter, dans certains cas, mais bien souvent anticiper les tests PCR que l'on développe, car le séquençage permet de déterminer la séquence, donc les alignements, on va dire, des nucléotides. Les nucléotides, c'est les petits composants, comme les petits wagons, qui composent donc un ARN ou un ADN. Et donc ça permet d'identifier, d'avoir une carte d'identité parfaite du génome, donc de tous les gènes du virus. Ce qui nous permet après, avec cette information-là, de détecter des gènes très particuliers et qu'on va détecter spécifiquement par PCR. Alors notre savoir-faire, nous, en santé animale, la PCR, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps, puisqu'on a commencé à travailler en PCR dans les années 2000, et je veux dire bien avant, sans que ça choque personne, je l'espère, de la biologie humaine. Pourquoi ? Parce que tous les jours de France, et ça personne, enfin personne, si, quelques personnes le savent, il y a des milliers d'animaux vivants, essentiellement des bovins, qui partent de France pour différents pays d'Europe du Sud et du Maghreb, et dans un délai extrêmement court, qui est en général de 24 heures, ces milliers d'animaux français, avant de partir et de prendre le bateau à 7, généralement pour Algérie, Tunisie, Maroc, ou de franchir les Pyrénées pour l'Espagne, doivent être testés contre différentes maladies. Et toutes ces maladies, pour que les pays qui achètent, bien entendu, veulent avoir des bovins sains. Et pour que les bovins soient sains, on les teste quelques heures avant le départ. Ce qui fait que chaque jour, en France, des milliers de bovins sont testés en PCR avec une technique qui est très très voisine de celle qui est utilisée aujourd'hui pour le coronavirus. Également, en médecine vétérinaire, on a vécu des épidémies très sévères. Alors, je ne sais pas, vous vous en souvenez peut-être pour certains de certaines épidémies, les différentes grippes, et la grippe aviaire en particulier, qui tous les 3-4 ans, en général, sévit en France en particulier, vous le savez, et malheureusement pour eux, sur les canards du sud-ouest de la France, qui généralement sont abattus par milliers. Et il y a des maladies également moins connues, la FCO, Blue Tongue, maladie de la langue bleue, par exemple, qui est une maladie très présente aujourd'hui chez les petits ruminants et chez les bovins. Et c'est cette maladie qui est contrôlée chaque jour donc pour les milliers de bovins qui quittent la France. La BVD, c'est une maladie grave des bovins, et une maladie ou une liste de maladies que vous connaissez beaucoup mieux, je pense, ce sont les pestes porcines. Alors il y en a 2 différents types, la peste porcine classique, la peste porcine africaine, mais qui aujourd'hui sont un vrai danger pour la production porcine, puisqu'il faut savoir que la peste porcine africaine qui a émergé en Ouganda, on va dire, enfin, qui était endémique en Ouganda dans les années 60-70, est entrée en Europe par la Géorgie, par un avion militaire dont on n'a pas trop su exactement ce qu'il faisait. Et cet avion donc, a déposé des déchets porcins en Géorgie, et depuis, des cochons sauvages géorgiens ont mangé malheureusement ces déchets, et les porcs sauvages en particulier, ont diffusé depuis la Géorgie jusqu'à la frontière de la Pologne. Et aujourd'hui, imaginez un peu un pays comme l'Allemagne, qui est, comme vous savez, à la frontière de la Pologne, en risque sanitaire important pour ces pestes porcines, et en particulier la PPA. Et donc des milliers, pareil, de porcs, dans ce cas-là, et pas de bovins, sont testés tous les jours par nos amis polonais pour savoir si le virus, effectivement, franchit ou pas la frontière allemande, ce qui représenterait au niveau communautaire un risque majeur. Le séquençage également, donc c'est une technique qu'on utilise beaucoup,
puisque je vous dirais qu'en médecine véto, on utilise beaucoup des vaccins vivants atténués, et ces vaccins vivants atténués peuvent être distingués entre les souches sauvages, donc les souches qui circulent sur le terrain, et ces souches vaccinales, pour être capable de faire une différenciation entre la circulation d'un virus vaccinal ou d'un virus sauvage. On a beaucoup travaillé donc, depuis l'année 2000, depuis un an sur le Covid, et nos connaissances historiques et reconnues finalement pour la détection des coronavirus nous a permis de proposer dès le mois de mai 2020, après une certaine discussion avec le ministère de la Santé, parce qu'on dépend historiquement, comme vous le savez certainement, du ministère de l'Agriculture et non pas du ministère de la Santé. Et bon, des fois, entre la santé et l'agriculture, les échanges ne sont pas toujours parfaits tous les jours. Donc, on a su développer très vite, et aujourd'hui, notre dernière innovation pour les tests Covid, c'est un test qui est très original, puisque, à ma connaissance, c'est le seul test commercialisé dans ce sens sur le sol français, qui permet donc la détection du Covid et également de 3 mutations que vous voyez ici, qui sont des mutations qui permettent d'avoir une valeur prédictive, c'est-à-dire une prédiction de la détection des variants Covid. Et quelque chose dont je suis extrêmement fier, et tous mes collègues aussi qui sont avec moi le sont aussi, c'est que ce test donc, qu'on appelle de multiplexage, c'est-à-dire qui permet de détecter le Covid et des mutations spécifiques des variants, ben c'est le seul test aujourd'hui commercialisé en France qui permet cette application dite de screening et de criblage. Et comme vous voyez là, c'est un tableau qui est issu du ministère de la Santé, et donc sur le nombre de tests qui permettent ces applications, donc détection simultanée du SARS-CoV-2 et de 3 mutations, utilisables également sur les écouvillons nasopharyngés dont on a parlé, mais également sur la salive, ce qui est très important pour les écoles. Ben, on est les seuls, nous, compagnie à historique vétérinaire, d'avoir ce test parmi 517 tests commercialisés en France, ce qui est une fierté pour nous. Les coronavirus chez l'animal. Alors, un petit schéma, ou alors plutôt une succession de schémas. Là, vous avez, en commençant par la gauche, donc la représentation schématique du virus de la Covid, le SARS-CoV-2. Et vous voyez qu'à côté, je vous ai mis des représentations schématiques d'un coronavirus du chat, agent de la PIF, d'un coronavirus des volailles, agent d'une maladie qui s'appelle l'IBV, et d'un coronavirus du porc responsable du PRCV. Et vous voyez, sans rentrer dans les détails, que l'organisation globale, l'organisation de synthèse de ces virus est exactement la même. Ce sont des virus à ARN, simple brin, donc qui leur définissent des particularités génétiques. Et les protéines qui sont autour, qui sont les petites spicules, ont en gros la même structure et surtout les mêmes fonctions. Alors on va faire un petit catalogue, je vous l'ai dit, mais on va aller extrêmement rapidement, juste pour que vous gardiez aujourd'hui dans votre tête, dans votre esprit, que les coronavirus, ben, les vétos, on les connaît. Le premier virus, comme madame disait, le premier coronavirus a été découvert donc en 1930 chez les volailles, aux États-Unis, dans le Dakota du Sud. Cette maladie s'appelle la bronchite infectieuse aviaire. Bon, je ne vais pas détailler les symptômes, etc. Mais ce virus donc, qui a émergé, qui a été découvert, isolé en 1930, sévit toujours en 2021. Je parie qu'en 2022, il sera là encore. Et ce virus qui touchait au départ les poules a touché ensuite la dinde, le faisan, etc. Donc un certain nombre de volailles proches de la poule, mais pas de la même espèce. D'où la première notion de transmission interespèce. Pardon. Juste pour vous montrer que depuis 1930-1931, ce virus, ben, il est toujours présent, il a évolué beaucoup. Là, je vous ai juste montré une shortlist, donc une liste courte, des différents variants connus aujourd'hui pour ce virus. Là, c'est une liste courte. Hein. La liste complète, elle est beaucoup plus longue. Et sur la colonne de droite, type, vous voyez les différents vaccins qui ont été utilisés, qui sont utilisés aujourd'hui pour ces différents variants. Et aujourd'hui, en médecine vétérinaire et sur ce coronavirus très ancien,
un vaccin unique ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait, là, vous avez une dizaine de vaccins, une vingtaine de vaccins différents, qui sont les plus spécifiques possibles des souches. Alors bien sûr, il y a des réactions croisées, mais il y a une nécessité d'avoir un vaccin. Pour une efficacité maximale, il est nécessaire d'avoir un vaccin par souche ou par variant. Le porc c'est intéressant. Parce que le porc, finalement, et on l'a vu sur l'influenza, sur la grippe, globalement, les virus de grippe porcine sont très proches des virus de grippe humaine, ce qui n'est pas le cas pour la grippe des volailles. Donc globalement, c'est une notion qui est intéressante. D'un point de vue, je dirais, génomique, structure du génome, alors certains vont peut-être rigoler, le porc et l'homme sont assez voisins. Donc en général, les récepteurs qui sont spécifiques au porc sont assez voisins des récepteurs qui sont spécifiques à l'homme. Donc des risques naturellement de passage interespèces, en particulier entre le porc et l'homme. Donc il y a toute une série de coronavirus qui existent, et juste ce que j'ai entouré à la fin, c'est qu'en 2013 est apparu un variant d'une maladie qui était relativement bénigne, qui s'appelait la PEDV, un variant hyper pathogène, qui est apparu donc en 2013 et qui a tué des milliers de porcs ou des millions de porcs en Chine au départ et aux États-Unis ensuite. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, bon, il y a eu différents virus, je vous passe les différentes étapes, mais on va s'arrêter une seconde sur la dernière ligne, le SADS, ou le virus de la diarrhée aiguë du porc, qui, donc le SADS, ça s'appelle la soigne acute diarrhée syndrome coronavirus. Donc c'est un virus, coronavirus, du porc, hein, qui existait, enfin, dont les parents et les grands-parents existaient depuis un certain temps. Et en 2016-2017, en Chine, dans la province du Guangdong, donc dans une région assez proche de Wuhan, ce virus a émergé subitement et a, en quelques jours, causé la mort de 24 000 porcelets dans 4 exploitations. Ensuite, ce qui est très étonnant, c'est que entre 2017 et 2019, le virus il a disparu, tout seul, sans vaccination. En 2019, tout d'un coup, il est réapparu avec quelques mutations, et aujourd'hui, il existe de façon endémique dans la plupart des provinces chinoises. Donc, comme quoi, un coronavirus porcin, qui existe depuis des années chez le porc, hein, depuis 1950, 1960, 1970, qui a muté, dont les dernières mutations ont produit des virus peu pathogènes, ont réémergé une première fois en 2013 avec une mutation qui entraînait un pouvoir pathogène très fort, et en 2016-2017, une nouvelle mutation qui existe toujours aujourd'hui, qui a éclaté, je dirais, en 2016-2017 et qui aujourd'hui a tendance à baisser en termes de prévalence et de pathogénicité. Chez les bovins, décidément, des coronavirus, il y en a partout. Hein. Même chez les bovins, et en particulier, il faut savoir, chez les petits veaux, que tout le monde aime bien, les coronavirus des bovins entraînent aujourd'hui environ 1/5 des diarrhées chez le veau, et pour ceux qui vivent à la campagne, peut-être il y en a un petit peu. Vous savez que les diarrhées des veaux sont une cause de mortalité principale du veau, et en particulier, comme on n'est pas très loin, du veau charolais, qui nourrit une bonne partie de la région lyonnaise en viande de qualité. Le coronavirus chez le chat, alors là c'est un truc très très intéressant. Chez le chat, on va dire que 80-90% des chats ont un coronavirus entéritique peu pathogène dans leur tube digestif. Ça leur donne des petites diarrhées de temps en temps, mais ce n'est pas très grave. Et de temps en temps, sans qu'on sache pourquoi, il y a une mutation de ce coronavirus non pathogène qui se transforme, et personne ne sait vraiment pourquoi, en un coronavirus hyper pathogène qui est responsable d'une maladie pour laquelle les gens qui ont des chats ont certainement eu quelques informations, c'est la PIF, pour péritonite infectieuse féline, qui donne, par mutation d'une souche banale, une maladie extrêmement grave, donc qui s'appelle la PIF, et qui entraîne une mortalité extrêmement forte chez les chats, sans aucun traitement. Intéressant également, à titre d'information,
Les vaccins contre le coronavirus entéritique banal marchent à peu près. Aucun vaccin ne marche contre la PIF. Les coronavirus chez le chien, donc là aussi, il y en a, vous voyez qu'on ne s'arrête pas, avec un virus également qui a muté relativement récemment, en 2005, dans un contexte de coronavirus peu pathogène et qui donne une maladie qui s'appelle la pantropique coronavirus du chien, qui elle est beaucoup plus grave que les maladies liées au coronavirus classique. Ce qui est très intéressant, et là on va pouvoir revenir à votre question, les coronavirus donc franchissent rarement la barrière d'espèce pour infecter l'homme. Mais historiquement, vous vous souvenez sûrement, il y a eu 2 cas. Donc dans les années précédentes, dans les années 2003, il y a eu le SARS-CoV, qui s'appelle maintenant le SARS-CoV-1, dont le réservoir semble être, comme pour le SARS-CoV-2, la chauve-souris. L'hôte intermédiaire a été identifié en Chine comme la civette, ou un encore plus complet, la civette palmiste masquée, et a entraîné donc des pathologies chez l'homme. Et le MERS-CoV est venu plus tard, dans les années 2011-2012, et a entraîné donc une maladie dont le vecteur est toujours le dromadaire. Et j'ai juste ce rappel entre les coronavirus humains et les coronavirus éventuellement zoonotiques. Quand on dit zoonotique, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut passer de l'animal à l'homme et des fois inversement. Donc les premiers coronavirus humains peu pathogènes ont été décrits dans les années 1965. Par contre, comme vous le voyez ici, en 2002, émergence du SARS-CoV-1, qui avait été nommé à l'époque le SRAS, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est apparu donc en Chine, je vous le disais dans les années 2001, avec une mortalité relativement forte de 774 décès sur 8000 cas recensés. Et le fameux MERS-CoV, qui a émergé en 2012, dont là on a prouvé, et c'est bien documenté, et en particulier dans les Émirats arabes et à Abu Dhabi, où le dromadaire a vraiment un rôle clair de transmission entre le virus issu des chauves-souris, enfin, hébergé à l'origine par les chauves-souris et l'homme. Et aujourd'hui, si on nomme un peu tout ça, si on classe un peu tout ça, le SARS-CoV-2, donc agent de la Covid, est le 7e coronavirus pathogène pour l'homme. Et aujourd'hui, son origine, comme vous le savez sûrement, et s'il y a une question qui arrive, je ne pourrai pas vous répondre, c'est qu'aujourd'hui, le SARS-CoV-2, l'origine exacte du SARS-CoV-2 n'est pas absolument connue. D'un point de vue génétique, comme un peu sur ce que je vous ai présenté précédemment sur le MERS et sur le SRAS ou sur le SARS-CoV-1, la chauve-souris est certainement le réservoir. Par contre, une fois que la chauve-souris est infectée, entre la chauve-souris et l'homme, les relations ne sont pas quotidiennes. Donc il y a un vecteur entre les deux. Et ce vecteur, on ne sait pas encore ce que c'est exactement. Alors il y a le pangolin qui a été évoqué, le fameux pangolin, mais a priori, il semble pas, enfin les études épidémiologiques chinoises ne semblent pas prouver, en tout cas, la permanence, on va dire, de la transmission entre le virus de la chauve-souris et l'homme par le pangolin. Je vous parlerai éventuellement d'autres hypothèses. Alors, un truc qui est intéressant également, comme on est sur Lyon, et pour ceux qui sont fanatiques des chiens et des chats, ça peut être intéressant, il y a une jolie étude qui a été publiée en collaboration entre différents laboratoires de Paris et l'école vétérinaire de Lyon qui est hébergée à Marcy-l'Étoile dans la région lyonnaise. Et donc dans une étude qui a porté sur un certain nombre de chats, environ 800-900 chats, c'est pas marqué ici mais je m'en souviens, il y a environ, alors selon les chiens, les chats, le pourcentage n'est pas le même, selon le fait également que ces chats ou ces chiens vivent avec une personne qui a été diagnostiquée Covid, le chiffre n'est pas toujours le même, mais il y a entre 21 et 53% des chats ou des chiens qui ont présenté dans cette étude lyonnaise, donc sur des chats essentiellement venant de la région de Lyon, des anticorps anti-Covid. Ça veut dire que ces chats ou ces chiens ont été contaminés à un moment par le virus Covid. Certains ont présenté des symptômes, certains non. Et ce qui est très étonnant, en tant que vétérinaire, c'est qu'on dit que les chats ont 7 vies. Il y a un chat qui avait une myocardite, c'est une insuffisance cardiaque terrible. Un vendredi soir, qui était Covid positif PCR, Covid positif séro, il avait tout pour lui, ce malheureux chat. Et bien ce chat, tout le monde pensait que pendant le week-end, il allait mourir. Et bien le lundi matin, il était en pleine forme. Et on n'a jamais compris pourquoi ce chat très atteint Covid
s'est régénéré tout seul. Donc ce qui veut dire que les chats, aujourd'hui, sont au moins porteurs du virus et probablement, mais ce n'est pas décrit clairement, seraient peut-être à l'origine de certaines contaminations humaines. Mais c'est extrêmement difficile à suivre. Le gros problème aujourd'hui, et je le comprends, hein, c'est qu'aujourd'hui tous les efforts financiers ont porté globalement sur l'homme, et c'est tout à fait normal, hein, on ne peut rien dire. Et les études sur les animaux, et en particulier sur les animaux de compagnie, et le rôle éventuel des animaux de compagnie dans la transmission du SARS-CoV, ont été, je vais être un peu rapide, peu financés ou pas financés. Donc aujourd'hui, il y a un grand trou noir aujourd'hui sur le rôle des animaux dans les possibilités de transmission Covid. Ce qui est tout à fait normal, mais je pense que dans les années qui viennent, il sera important, nécessaire, que peut-être, et ça fait 2 fois que je le dis, et je pense que vous allez le comprendre, que le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé puissent parler entre eux et essayer de réfléchir à la notion de One Health, notion d'une seule santé, dont je vais parler un petit peu plus tard. Un cas très intéressant dans les cas de transmission humaine-animale, c'est le vison. Alors, comme vous le savez certainement, il y a des élevages de visons extrêmement importants dans le nord de l'Europe, en particulier Danemark, Suède, Hollande. Ces élevages de visons ont été contaminés clairement par le SARS-CoV-2, on va dire, durant l'été 2020, avec peu de mortalité. Et surtout, ce qui a été prouvé, c'est qu'ils ont été contaminés par l'homme, mais ils ont recontaminé l'homme. Et ça a été prouvé clairement chez le vison. Et pour aller plus loin, et on voit sur ce tableau que entre l'humain qui est au milieu là et les mustélités minx et le vison, il y a une double contamination, donc des doubles échanges de virus entre le vison et l'homme, et un risque également. Alors vous savez qu'il y a des visons d'élevage, mais ce que je ne savais pas et que j'ai découvert un peu en travaillant là-dessus, c'est qu'il y a en particulier en Europe du Nord des milliers de furets, de visons qui sont de la même famille, sauvages, d'accord, qui vivent dans la nature, dont beaucoup d'ailleurs se sont échappés, peut-être bien, c'était bien fait pour eux ou c'est une bonne chose pour eux, des élevages de visons. Donc il y a beaucoup de visons sauvages qui existent et on a trouvé chez ces visons sauvages également du virus Covid. Par contre, on n'a pas pu mettre en évidence une transmission du vison sauvage chez l'homme. Et des travaux récents de l'IHU de Marseille prouvent, avec des documents qui sont bien écrits, complets, que le variant qui a émergé à Marseille, que nos amis de l'IHU appellent le Marseille 4, est très voisin, génétiquement, donc structurellement, du vison, d'un virus vison qui a été identifié en Eure-et-Loire au printemps, pendant l'été 2020, et que l'épidémie de Marseille, donc de l'automne 2020, qui était la pire épidémie que Marseille a connue, du moins pour le Covid, est liée certainement à la présence de ce vison. Maintenant, mystère, comment le vison d'Eure-et-Loire est arrivé à Marseille? Encore une question qu'on n'a pas tout à fait compris. Juste pour terminer, je vous parle un peu de ce qu'on fait, nous, en médecine vétérinaire, quand on a des épidémies, parce que je vous dis que des épidémies, on en a. On commence toujours par la prophylaxie sanitaire, qui passe par la détection des individus infectés, pour que ces individus, naturellement, ne contaminent ou contaminent au moins les patients, les personnes saines, pardon. Donc il faut limiter les contacts, ça se fait chez les animaux, ça se fait aujourd'hui avec les masques chez l'homme, et la preuve. Donc on essaye de limiter les contaminations. Pour limiter les contaminations, on a tout intérêt à détecter les personnes infectées. Et pour ces détections de personnes infectées, je vous parlerai de 2 éléments qui sont importants, dont on a parlé déjà précédemment, c'est la sensibilité et la spécificité. Et la prophylaxie sanitaire passe, selon moi, par l'utilisation des meilleurs outils. Et aujourd'hui, je vous parlerai, selon moi, et notre collègue de Biomérieux l'a dit aussi, le meilleur outil, c'est la PCR. La prophylaxie vaccinale, qui accompagne naturellement toute action de contrôle d'une épidémie. En médecine vétérinaire, alors avant de venir vous voir ce matin, là, j'ai refait un peu de bibliographie hier soir, avant le match. Clairement, j'ai trouvé qu'une seule étude solide
sur l'utilisation d'un vaccin ARN messager chez les animaux. C'est une étude canadienne de 2018 sur de la vaccination contre le coronavirus du porc. Et subitement, cette étude, elle s'est arrêtée. Donc on n'a jamais su ce qui s'était passé, mais il y a très peu d'usages. Il y a eu beaucoup de recherches sur les vaccins ARN messagers chez les animaux, chez les souris, éventuellement chez les poules, mais au niveau de recherche, et en particulier, il y a eu du développement de vaccins ARN messagers pour l'influenza, enfin pour limiter la propagation de l'influenza, de la grippe chez les poulets. Je suis désolée, Monsieur Célal, mais il va bientôt falloir conclure parce que je vais très vite. Je crois qu'il va y avoir pas mal de questions dans la salle. Donc on va aller très vite. Juste un point, les effets naturels, c'est-à-dire que en vétérinaire et en humaine, on voit quelque chose, nous qui vivons avec des coronavirus depuis des années, c'est-à-dire qu'à un moment, comme vous avez compris, le coronavirus est un virus qui mute beaucoup. Eh bien, au départ, les mutations, elles sont positives pour le virus, c'est-à-dire que le virus, il acquiert un pouvoir pathogène important, et l'accumulation des mutations dans le temps fait souvent que ces mutations deviennent négatives pour le virus. Donc, il y a petit à petit une auto-limitation de la pathogénicité, ce qui est un bon signe pour le contrôle des maladies virales. Donc, pour terminer, juste un point sur les tests qui sont utilisés chez nous et chez l'homme maintenant. Donc, gardez quelque chose en tête, et notre collègue de Biomérieux l'a dit aussi, aujourd'hui, les tests les plus sensibles, les plus spécifiques, les meilleurs, c'est la PCR. Je pense que les pires, ce sont les autotests. Alors là, je vous parle en termes de tests de détection du virus, par l'intermédiaire de détection, donc directement des acides nucléiques viraux. Et si je vous donne un conseil, c'est si vous faites tester un jour en particulier pour vous protéger, surtout protéger votre famille, vos amis, etc., limitez les autotests qui sont vraiment d'une qualité médiocre. Également, un point qui est important, juste en quelques secondes, en médecine veto, les tests, PCR ou autres, sont contrôlés par des laboratoires nationaux de référence en France et à l'étranger qui tournent autour de l'ANSES. En médecine humaine, ça c'était une grande surprise pour moi, qui a vraiment commencé à travailler en médecine humaine dans les années 2020, les tests sont autorisés sur un marquage dit marquage CE, qui sont le plus souvent, on va dire, une documentation, un examen documentaire des éléments fournis par le fournisseur, avec occasionnellement des contrôles par des organismes indépendants, des organismes notifiés. Mais il n'y a pas de systématisation, et en particulier pour le Covid ou pour la Covid, il n'y a pas eu de systématisation du contrôle des tests utilisés par un organisme indépendant dépendant du ministère de la Santé, par exemple. Alors que le ministère de l'Agriculture le fait en médecine veto depuis bien longtemps. Pour terminer, un point important dont je voulais vous parler, c'est la notion de One Health. Je crois, et on est ici Lyon. Lyon, c'est la biologie veto française, vétérinaire française. Et n'oubliez pas que Marcel Mérieux, Charles Mérieux ont toujours travaillé avec un lien étroit entre le veto et l'humain. C'était le principe de Mérieux. Et je pense que la réussite de l'Institut Mérieux globalement, avec Biomérieux aujourd'hui, est basée sur ce lien. N'oubliez pas que le premier vaccin fièvre afteuse, il a été fait sur Gerland, en relation étroite entre la production de vaccins humains et la production de vaccins veto. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut tous qu'on y croit, et Biocellal y croit particulièrement, que nous sommes au milieu d'un triangle. Et ce triangle, il est composé de la biologie médicale ou biologie humaine, de la santé animale et de l'environnement. On ne doit pas oublier l'environnement, car beaucoup de virus ou de bactéries passent et infectent l'homme ou les animaux par l'environnement. Ce concept, c'est le concept One Health, un monde, une santé, sur lequel vraiment on se bat tous les jours, et j'aimerais que ce soit une idée qui reste avec vous. Et ce que je voulais juste pour conclure, c'est que justement, dans le cadre de cet environnement, on vient de créer un GIS, c'est un groupe d'intérêt scientifique avec les marins-pompiers de Marseille, un laboratoire veto, le laboratoire 24 de la Dordogne, et en collaboration avec un professeur de l'IHU de Marseille, nous sommes en train de développer des outils de biologie moléculaire pour détecter certains virus, dont le virus Covid, dans les eaux usées.
Pourquoi dans les eaux usées? Parce que c'est très intéressant. Au lieu de tester tout le monde, là, si on est une centaine de personnes aujourd'hui, si on va tous aux toilettes dans la journée, ce qui est possible, on récupère les toilettes, l'eau des toilettes, et on regarde s'il y a du virus dedans. S'il y a du virus dans l'eau des toilettes, ça veut dire que l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, ont été contaminés par le Covid. Et au lieu de faire 100 écouvillons nasaux, parce qu'on est une centaine aujourd'hui, on n'en fait qu'un, enfin même pas un écouvillon nasal, un test sur l'eau usée, et on peut savoir si dans la salle, il y a quelqu'un qui a été contaminé ou pas, ce qui est extrêmement intéressant. Application qui existe aujourd'hui pour le Covid, mais qui existera demain et qui, pour la grippe ou pour d'autres virus, par exemple comme la dengue, qui est une maladie en Afrique aujourd'hui, qui est une maladie qui passe également par les fesses et par les eaux usées. Donc c'est un vrai développement. Et ici, vous avez à droite la carte de Marseille. Alors c'est un peu difficile, vous voyez le port là, et les zones en rouge, il y a l'île du Château-d'If qui est là, il y a le port de Marseille, et ce qui est en rouge, ce sont les régions de Marseille qui ont une prévalence positive Covid la plus importante par rapport à d'autres régions. Ça veut dire que quand on gère une ville comme Marseille, on peut se dire « Ouh là 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 là, il y a une émergence de Covid dans le nord et dans le sud de Marseille. Le centre est à peu près calme en ce moment. » Donc, de focaliser les actions sanitaires, contrôle, tests, etc., au niveau de ces quartiers. Merci pour votre écoute. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulé et je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Monsieur Sellal. Venez me rejoindre. Non, on a appris beaucoup de choses. Ah bah c'était très, très intéressant. Enfin, vraiment intéressant. J'imagine qu'il y a des questions. Moi, j'en ai tout de suite une qui me vient à l'esprit. On a parlé de la chauve-souris. Comment elle a contaminé l'homme, la chauve-souris? Au départ, ça fait les premières contaminations ont été réalisées directement par des gens. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. Des gens qui ont visité des grottes où il y avait des chauves-souris, donc par aérosol, il y a eu des choses. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est un débat qui est réellement ouvert. C'est dans certains laboratoires, des chauves-souris ont été introduites pour avoir des souches virales. Après, qu'est-ce que sont devenues ces chauves-souris dans certains laboratoires? Je n'en sais rien. Et aujourd'hui, personne ne veut se prononcer sur ce sujet. Donc, c'était par des projections aériennes qu'elles ont été... D'accord. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'était pas très optimiste, cette histoire de volaille là, qui garde... Alors, malgré la vaccination, ça n'a pas atténué la propagation... Ça limite. Alors, globalement, aujourd'hui, chez la volaille, c'est un vrai... Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi... Enfin, je ne comprends pas. On s'en est pas servi. Globalement, l'expérience veto sur les coronavirus, ça fait 80 ans qu'on travaille dessus. Alors, je dis, il n'y a pas eu de vaccin ARN messager utilisé de façon large en médecine veto pour des problèmes de coût, tout simplement. Donc c'était des vaccins traditionnels. C'était des vaccins traditionnels, des vaccins tués ou des vaccins vivants atténués. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, dans le temps, les coronavirus bougent, évoluent, il y a des mutations qui entraînent des variants. Petit à petit, il y a de l'échappement vaccinal qui se met en place. Et il faut enfin, ça s'est vu chez les volailles en particulier, il faut adapter les vaccins à ces mutations. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas du tout, personne ne peut prédire ce que sera le Covid demain, mais je pense qu'une réflexion qui serait positive pour tout le monde, c'est de penser à suivre les mutations mieux que c'est suivi aujourd'hui. En France, c'est mal suivi. Clairement, c'est mal suivi. Les mutations sont mal suivies. Et d'anticiper le fait que si, comme les volailles, les vaccins doivent s'adapter, eh bien, il faut penser à adapter les vaccins dans un délai raisonnable. Allez, première question, monsieur. Monsieur, je suis très, très intéressé par votre exposé. Je suis médecin retraité. En ce qui concerne Wuhan, oui. C'est la seule province de Chine et en Asie où la tradition, c'est manger des chauves-souris grillées. Et ça, c'est une spécialité culinaire de la région de Wuhan. Et nous, Vietnamiens, on n'a pas, ni dans l'autre région de Chine, ni au Vietnam, on a cette tradition. Et j'ai eu la chance de demander une fois à une amie de Shanghai, disant que pourquoi les Wuhanais mangent de la chauve-souris vivante. Hein. Et elle m'a dit, parce qu'en chinois, chauve-souris se dit fou, et fou veut dire richesse. Et ça, je reviens il y a quelques années, il y a longtemps déjà, à un moment donné aussi, les Chinois
importent beaucoup d'ours du Vietnam. D'ours? Ours, oui. Pourquoi? Parce qu'ils élèvent les ours pour tirer de la bile d'ours vivants. Et pourquoi la bile? Parce que, soi-disant, d'après la médecine traditionnelle chinoise, manger de la bile, c'est donner de la vitalité aux hommes. Bon, c'était avant le Viagra. Ah, c'est un genre de Viagra, la bile d'ours. D'accord. On le saura. Merci bien. Non, mais le virus passe par la chair animale Non. Non, si. Alors, allez, le micro, pardon. monsieur. Non, aujourd'hui, on sait que la viande, par exemple, n'est pas un agent. Par contre, je pense que le virus, enfin, il y a des gens dans la salle qui pourront certainement en parler aussi, se transmet essentiellement par voie aérienne, par les aérosols, etc. C'est quand même l'agent, enfin, la voie principale. Sur la viande aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, de preuves de transmission du coronavirus, au moins Covid, par la viande. En sachant que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, il y a très peu d'animaux sur lesquels ont été prouvés, ont été mis en évidence la présence d'un virus sur l'animal. Je vous ai montré des choses sur le chat, où en fait, c'est certainement anecdotique, je pense. C'est-à-dire que, vu la prévalence humaine, il y a eu quelques chats contaminés. Bon, heureusement, on ne mange pas encore trop de chats. Donc le problème du chat ne se pose pas en termes de contamination par la viande. Mais chez le porc, par contre, il n'y a pas eu de preuve aujourd'hui de transmission d'un coronavirus par la viande porcine. D'accord. Une autre question. Moi ? Non. Non, parce que je... Oui, parce que je pense que... Non, je sais que le vaccin, enfin, globalement, et j'en ai beaucoup discuté avec des laboratoires avec lesquels on travaille, alors que ça plaise ou pas, on est assez proche de l'IHU de Marseille. Alors, je ne partage pas tout ce que dit le professeur Raoult, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Globalement, je pense que le vaccin a un intérêt pour limiter les formes graves. Ça, oui. Ça, je pense que ça a été prouvé. D'ailleurs, les dernières communications de l'IHU et du professeur Fournier, que je connais bien et qui est une personne absolument sérieuse, considèrent qu'une vaccination bien faite avec les 2 injections, etc., protège environ de 50% des formes graves. Par contre, il y a un problème important qui n'est peu ou pas évoqué, c'est que le vaccin limite pas ou très peu l'excrétion, et en particulier chez les personnes asymptomatiques. C'est-à-dire que le vaccin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, en termes de réticence à une vaccination, non, parce que je considère que l'innocuité vaccinale aujourd'hui est presque prouvée, au moins pour les personnes d'un certain âge. Maintenant, sur une jeune gamine de 15 ans, etc., je ne sais pas. Mais sur les personnes d'un certain âge, l'innocuité vaccinale est prouvée. L'efficacité vaccinale n'est pas encore complètement prouvée. Mais l'innocuité, oui. Et je pense que quand on a un vaccin qui est inoffensif, au moins chez nous, entre guillemets, quand je dis chez nous, c'est les personnes d'un certain âge, il vaut mieux avoir un vaccin inoffensif avec une efficacité à 50% que rien. Vous savez, l'immunité vaccinale, je la connais chez les volailles mieux que chez l'homme. Quand on protège, alors vous allez me dire que la vie d'une poule et la vie d'une personne, c'est pas la même chose, mais chez la poule aujourd'hui, chez le poulet par exemple, on vaccine en vaccin vivant à quelques jours et on protège jusqu'à la date d'abattage qui est à 40 jours pour le poulet supermarché low cost et 80 jours pour le poulet label rouge. Donc c'est du vaccin qui effectivement a une efficacité de 2-3 mois. Je pense qu'aujourd'hui, si on définit le vaccin comme un outil de protection partielle, c'est un vaccin. Maintenant, la question qui se pose, c'est la durée de la protection. Effectivement, je pense que vous avez raison, la durée de protection, on en a parlé avec les sérologies, est assez limitée, je pense. Mais sincèrement, c'est mon avis, maintenant vous en faites ce que vous voulez, il vaut mieux se faire vacciner avec les vaccins qu'on a aujourd'hui, en particulier sur les personnes à risque. Et ça, c'est important. Et deuxièmement, alors ça va peut-être faire bondir certaines dans la salle, j'en sais rien, les personnes qui sont en contact avec ces personnes à risque.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Monsieur Sellal, parce qu'on a un petit peu débordé. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Et la passerelle entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, elle s'est faite forcément, puisque vous saviez, les PCR, ça vous connaissez. Et c'est bien à partir des études que vous aviez fait, vous, au niveau vétérinaire, que ça a été après adapté pour l'homme. C'est bien ça? Non, c'est-à-dire qu'en fait... Votre micro. Pardon, excusez-moi. Non. Le sujet, c'est quand, je vais être très clair, je vais vous répondre très vite, en mars 2020, quand la Covid est sortie, il n'y avait pas de test. Oui. Il n'y avait pas de test possible, enfin utilisable. Et ce qui nous a fait de la peine à nous, parce que je ne suis pas le seul, hein, c'est qu'on est 3 ou 4 compagnies françaises qui faisons des tests coronavirus des tests PCR coronavirus depuis 10 ou 20 ans. On a sollicité le ministère de la Santé dès mars 2020 en leur disant le coronavirus, que ce soit de l'homme ou du poulet, oui, c'est pareil. On sait les faire et on sait faire en plus des milliers de tests qu'on fournit au labo, et ces labos sont capables de faire des milliers de tests si on leur fournit les réactifs qu'il faut. Non, le ministère de la Santé il a attendu 2-3 mois, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé des tests chinois de qualité médiocre qui ont inondé le marché français, et ça, je trouve que c'est quand même une anomalie, alors qu'en France, ici, sur Lyon, il y a au moins 2, 3 ou 4 PME ou boîtes plus importantes comme Biomérieux qui sont capables de fournir ces réactifs. Mais quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Il est beaucoup plus facile d'acheter en Chine que de faire travailler des PME françaises. Et ça, c'est un peu révoltant. Je m'excuse de ce moment de colère. Depuis, vous avez été entendu? Oui. Bon, alors c'était un petit peu long. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Sellal. Merci, mesdames, messieurs.